Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire avec Mourad Guichard qui ausculte chaque semaine nos grands médias tel un chirurgien de l'info et vous en livre les dérives, les dérapages et quelques rares accomplissements. Cette émission n'existe que grâce à votre soutien et le média a plus que jamais besoin de vous pour apporter un autre son de cloche au discours médiatique et politique d'extrême droite. Le média lance Riposte, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Nous voulons porter les voix inaudibles, celles qui dérangent, celles qu'on ne veut pas entendre ailleurs. Rejoignez-nous et soutenez la Riposte sur campagne.lemediatv.fr. C'est parti pour l'œil de Moumou. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi, cher Fabrice. Alors, comme toujours, on démarre dans quelques instants avec les tops et les flops. Mais avant cela, tu as notre habituel préambule et tu commences fort avec les griots de la haine gratuite sur fond de racisme, j'ai nommé Frontières. Oui, alors s'ils étaient seulement racistes, bon, allez, on va dire qu'on leur accorde, c'est un peu leur raison d'être, hein, leur raison d'exister, mais enfin, en plus, ils sont complètement nuls. Alors, je passe, j'ai envie de dire je crois que c'est le rédacteur en chef, Tegner, Eric Tegner. J'ai envie de lui dire, oh là là, j'ai pas envie de m'acharner sur toi, mon cher Eric. Simplement, tes informations non seulement sont effectivement avec un fond de racisme bien consommé, enfin bien cuit, mais même cramé, mais en plus de ça, tu dis des conneries. Et en l'occurrence, tu t'en es pris à Dembélé, alors pas Dembélé directement, alors que franchement, toute la France footballistique était plutôt contente à célébrer Dembélé. Et puis lui, il va. Ousmane Dembélé, oui, le footballeur du Paris Saint-Germain. Absolument. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il est noir et sa femme, elle est voilée. Waouh, le combo, quoi. Pour lui, c'est pas possible, c'est pas supportable. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attaquer à sa femme, enfin son épouse, pardon, pour dire qu'elle est, alors voilée. Évidemment, ça l'insupporte. Mais enfin, il va trouver un autre angle. Il va dire qu'elle a un masque chirurgical. Donc, il ne sait absolument pas si c'est pour des raisons médicales, des raisons de protection d'autrui, si c'est pour je ne sais quel Covid qu'elle aurait pu choper. Il n'en sait rien du tout. Simplement, il va trouver une astuce. Je vous laisse l'écouter, puis on en reparle juste après. Pardonnez-moi juste, André, pour terminer. C'est que lorsque vous regardez même certains joueurs, je pense à Ousmane Dembélé, qui demain peut tout à fait avoir le ballon d'or. Eh bien, il y a une photo qui a été publiée. Il est sur le terrain. Il est avec sa femme. Sa femme, elle est vêtue comment? Elle a un voile et elle porte le masque. C'est-à-dire, on sait très bien ça. C'est une façon de contourner la loi aujourd'hui. Et quand vous allez voir tous les commentaires sur la publication Instagram, qu'est-ce qui est mis en permanence? Des centaines de messages. Pardonnez-moi l'expression, ils disent « on baise les fachos ». Voilà la réalité. C'est qu'hier, ce qui s'est passé, c'est qu'ils voulaient envoyer un message. Le message, ces gens-là, c'était pas juste des supporters de foot. Il n'y avait pas du tout que des supporters de foot. Il y avait des gens des quartiers. Ces messages, c'était on est chez nous. Avant, on était dans les quartiers. Maintenant, on va empêcher vos filles et vos mères de se rendre aux Champs-Élysées. Je suis d'accord avec l'essentiel de ce que tu dis. Dis-moi, pour conclure, qu'est-ce qu'on fait? Donc, désormais, le masque chirurgical, c'est pour contourner la loi sur le voile intégral et le fait de cacher son visage. Donc, alors, c'est déjà pas mal. Ça fait quand même pas mal de monde. Hein. Si on prend les infirmières, les médecins, les chirurgiens dentistes et compagnie. Et puis, surtout, il oublie juste un tout petit détail. C'est qu'on ne contourne pas une loi qui n'existe pas. Et cette scène, oui, je t'en prie. J'avais juste rajouté en complément d'info qu'Éric Tegner, il faut le dire, parfois aussi est visé par une plainte pour agression sexuelle et violence par une ancienne journaliste de son pseudo-média. Oui. Donc, pour compléter un petit peu le profil du personnage. Oui, il ne faut pas se priver de rappeler que son rapport aux femmes est peut-être un peu particulier. Et que là, et en plus, alors, quand c'est des femmes, comme je le disais, qui cochent plusieurs cases, évidemment qu'il va s'en prendre à elle, sauf que cette scène, cette photo que vous avez vue se passe en Allemagne et qu'en Allemagne, il n'y a pas du tout les mêmes lois qu'en France et que donc il n'y a pas de contournement et que c'est purement raciste et que vraiment Tegner est un racelard. Alors, il a trouvé une technique, hein, je l'observe depuis quelque temps, il monte dans les tours, il s'énerve, il s'excite parce qu'il veut jouer les révoltés du Bounty, il veut jouer l'espèce de Che Guevara du racisme, nationaliste, identitaire français, mais à chaque fois, il se plante. Soit il raconte des mythos, soit, comme là, factuellement, de manière vérifiée, ce n'est pas du journalisme, puisqu'il n'a même pas pris le temps de savoir où était prise cette photo. Il fallait simplement qu'il fonce sur cette
comme peut-être par ailleurs, dans d'autres occasions, ils font sur cette femme parce que simplement elle a un voile et qu'elle a un masque. Je trouve ça absolument ridicule. Vous êtes pathétiques, les garçons, à vouloir fracturer la société. Vous en arrivez à des approximations qui me semblent un petit peu problématiques quand on se dit journaliste. L'autre chose, alors... j'avais passé un extrait de la, vous savez, Fourest en roue libre chez LCI, là, chez Pujadas, la fameuse chronique. J'avais passé un extrait la semaine dernière et je voudrais faire un mea culpa parce que je me suis un peu planté. En fait, j'étais tellement focus sur la fin, donc c'était évidemment sur Gaza, son obsession totale et absolue, sur Gaza, donc pour minimiser ce qui s'y passe. Elle va donc développer une thèse qui va aboutir au fait qu'on ne peut pas employer le terme de génocide. Sauf que, comme j'étais focus sur la chute, j'ai oublié l'espèce de développement de la pensée, si on peut parler de pensée la concernant, mais n'empêche qu'elle va faire des attendus, vous savez, comme dans les jugements, une série d'attendus, et j'avoue que j'ai zappé ça, et ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Je l'ai revu. Je passe pas mes dimanches à regarder Caroline Fourest, simplement comme c'est repassé sur les réseaux. Heureusement pour toi. Oui, mais c'est repassé sur les réseaux sociaux. Et du coup, je l'ai revu et je me suis dit, j'ai loupé quelque chose. Je vous laisse écouter la première partie. Je comprends beaucoup plus que des gens se disent, quand même, vu la longueur et la violence de cette guerre, même si le ratio combattants-morts civils est le même que dans toutes les guerres, et dans celles que nous avons menées contre Daesh, même si la pause humanitaire était de courte durée et que 100 camions sont en train d'entrer dans Gaza pour finalement ravitailler la population... Même si le ratio de morts civiles est le même que dans les autres guerres. Sous-entendu, fermez vos gueules. Vous n'avez pas à vous plaindre du nombre de morts civiles, alors que les morts civiles, comme ça a été démontré à plusieurs reprises, y compris par des spécialistes de ces questions, sont des morts, des assassinats, des meurtres volontaires de la part de l'armée israélienne et de la part de Netanyahou. Donc là, c'est même si... Et j'avais pas percuté au premier abord, mais même si ça sous-entend, bon, même si finalement il n'y a pas de génocide parce que y a autant de morts que dans les autres guerres, et elle fait évidemment référence à Daesh puisque c'est le cas suprême, et que même si 100 camions sont rentrés dans Gaza, il faudrait presque les remercier, tous ces pro-génocidaires, tous ces collabos, les remercier d'avoir fait rentrer 100 camions. Et toutes les ONG disent, et je le répète, clairement que 100 camions, évidemment que ça n'est absolument pas suffisant par rapport au drame humanitaire qui se passe là-bas. Et donc elle est en train de minimiser au fur et à mesure pour arriver à cette fameuse conclusion. Ça reste une guerre d'une violence absolue. Le nombre de civils tous les jours mérite une émotion tellement forte qu'on a envie. En fait, je comprends la volonté de dire, peut-être que si on emploie un mot plus fort et plus violent, les gens vont réaliser la violence de cette riposte qui n'a que trop duré et qui doit cesser. Donc en gros, pour résumer ce que nous dit Caroline Fourest, on aurait tort d'employer le terme génocide, mais en fait, on l'emploie pour pousser les masses à se bouger, pas parce qu'il représente une réalité. Mais absolument. Et que donc, alors c'est marrant parce qu'il y a un effet miroir. C'est-à-dire qu'on ferait de la propagande de la Hasbara israélienne. En fait, elle est en train de projeter ce qu'elle fait elle-même depuis des mois, c'est-à-dire de la propagande elle tord la réalité. Et elle est en train d'expliquer que nous, si on parle de génocide, c'est justement pour faire de la propagande, manipuler les esprits et faire croire qu'il y a vraiment quelque chose de dramatique. Et que c'est à cause de notre émotion, parce nous sommes des personnes fragiles, à cause de notre émotion que nous serions dans ce processus de propagande. Elle sait, pour une fois, pour le coup, très bien de quoi elle parle. La toute dernière chose dans mon préambule, c'est j'avais passé un extrait d'Albert Lévy, l'avocat, l'ancien magistrat et le militant pacifiste, qui avait fustigé, vous savez, le fameux gala, donc le DDF, voilà, et avec Barbara Lefebvre qui a animé un jeu pour comptabiliser le nombre de victimes civiles. Enfin, c'était absolument abject. Et donc Albert Lévy avait pris la parole. Mais j'avais oublié juste une petite précision, c'est que il y avait un montage, une mise en perspective que je trouvais assez brillante, et c'est Peace TV, donc Peace comme la paix, Peace TV, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, qui avait fait ce montage et que je remercie vivement, et qui m'ont autorisé à reprendre leur production, et je le ferai vraiment à chaque fois que ce sera l'occasion avec gratitude. Et le top racisme dans la famille des éditorialistes racistes de CNews. Je demande le frère
Petit clin d'œil, je demande le frère Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico. Eh oui, bravo frère. Ferjou, on en a parlé assez régulièrement ici, parce qu'en fait il a des sorties. Je crois qu'il cherche toujours la surenchère. Il cherche à ce qu'on reprenne ses phrases et ainsi de suite, sauf que là il est parti un peu loin. Donc c'est le fondateur, donc, comme tu dis, d'Atlantico. On le voit sur les plateaux télé, donc c'est vraiment... Alors c'est pire qu'un éditocrate, puisqu'en fait je ne sais pas quelle légitimité il a pour s'exprimer sur tous les sujets sur lesquels il s'exprime. Et là, il va tenir un propos globalisant qui me semble problématique. Je vous laisse écouter. Évidemment, ça se passe sur CNews. Là, surtout pas parler des violences contre les femmes. Vous avez vu des vidéos de jeunes hommes, parce qu'il y a aussi des gens qui sont fiers d'avoir commis ce genre de méfaits, qui disaient « Ah ouais, les crasseuses, vous avez vu comment elles étaient habillées ?» Parce qu'elles ont le culot, l'outrecuidance de sortir en jupe un soir de match. Quel scandale. Appeler les femmes les crasseuses. Quand je vous parlais tout à l'heure de cette note sur l'immigration afghane, précisément, elle aborde cet aspect-là. Le fait que que nous importons des gens. Alors après, peut-être suit-il un régime terrible, mais enfin, ça n'empêche pas qu'ils n'ont pas changé de culture en arrivant et qu'ils arrivent en étant incapables de respecter les femmes en France. Et le nombre de cas, c'est pas que les soirs de match. De plus en plus souvent, c'est le cas, les remarques désobligeantes sur les tenues. Parce que le voile, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Parce que quand on nous dit qu'il est islamophobe de condamner le voile, c'est quoi? C'est le signe sur l'espace public, justement, de cette espèce d'humilité qu'on voudrait, de pudeur, entre guillemets, qu'on voudrait imposer aux femmes. Il faut savoir dire non, parce que c'est en train de s'étendre. Allez, un taux paradoxal à présent sur la nouvelle chaîne de télé T18, dont le concept n'a pas encore été tout à fait terminé, allez, on va dire. Alors, pour avoir relancé des journaux avec des confrères, évidemment, quand vous relancez un journal, pour qu'il ait du succès, vous préparez le terrain. C'est-à-dire que vous allez chercher des infos, des vraies infos, des scoops, des sondages, des choses un peu qui tapent à l'œil, pour en faire un événement. Et ça se prépare à l'avance. Et en plus, eux ont largement les moyens. C'est toute la famille Enthoven et compagnie, là, Kretinsky, le milliardaire des pays de l'Est, qui finance toute cette belle équipe. Et là, il y a un super aveu sur le plateau, puisque, en fait, je précise, T18, c'est comme dirait l'un de mes humoristes préférés, Émeric Carré, c'est que T18 fait partie déjà, désormais, alors que ça fait quelques jours qu'elle est là, des chaînes qu'on peut qualifier de contournables. Donc ne vous y précipitez pas. Et là, ils vont faire un aveu sur le fait, sur leur rapport à l'information. Je vous laisse écouter, c'est le début, c'est le premier jour, on est dans le lancement, et là, le premier aveu vient autour des propos de Laurent Ruquier. Cette mémotechnique pour rappeler le 18. Bon, les pompiers. Les pompiers, voilà. Les pompiers. Bon, enfin, quand même, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux d'appeler. Parce qu'on éteint le feu de l'information. Composé le 18 voilà. Sur... Donc ça se passe entre deux émissions animalières. Alors, ils ont passé des émissions, j'ai regardé un petit peu quand même, c'est mon travail, mais j'ai regardé, c'est des émissions animalières de déco, des machins d'il y a 10 piges. C'est-à-dire que c'est des rediffusions d'émissions, quoi. Recyclées avec, en plus, marqué exclu, machin. C'est pas sérieux. Donc c'est que des émissions complètement bidons. Et voilà, ils reconnaissent qu'effectivement, ils éteignent le feu de l'information. Et je pense qu'il n'y aura, mais comme dans Franc-Tireur, en fait, puisque c'est la même équipe, il n'y aura pas d'information et qu'on va avoir des talk-shows j'appelle ça des talk-shows politiques, à plus savoir qu'en faire, où Enthoven et sa bande organisée vont filer leur avis sur l'actualité, évidemment orientée, comme vous pouvez bien évidemment l'imaginer. Donc à ne pas regarder pour des raisons sanitaire. Et d'ailleurs, le 18, c'est comme disait Ruquier, c'est le numéro d'urgence qu'on évite de composer. Sinon, ça veut dire qu'il se passe quelque chose de grave. Ouais. Et quand on pense que le média a été écarté par l'Arcom pour choisir cette chaîne, on se dit que c'est le moment d'aller continuer de financer, de donner de la force à notre campagne en ligne. Allez-y sur campagne.lemediatv.fr. Allez, un top délire avec, à présent, ce bon vieux Michel Onfray qui a trouvé le responsable des heures survenues après la victoire du PSG. Mais ça m'a échappé, mais là aussi, mais ça nous a échappé collectivement à l'ensemble du média. Je regarde tout le monde là. Oui. On s'est planté complètement sur ces questions-là. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas vu les jets de volume entier, d'opus, de l'avenir en commun. Effectivement, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils lancent ? Qu'est-ce que les jeunes lancent contre les policiers ? Mais c'était l'avenir en commun, bien évidemment. Et pourquoi ? C'est Michel Onfray qui va nous éclairer de ces lumières magnifiques et fantastiques. Je vous laisse écouter. C'est pas que ça symbolise, ça met en évidence l'état de la France. Moi, ça fait des années que je parle de guerre civile à bas bruit. Ça fait des années qu'on me dit que j'ai tort.
Là, c'est de moins en moins à bas bruit, c'est extrêmement visible. Ce sont les milices de Mélenchon, ces gens. Ce sont des gens sur lesquels Mélenchon a tablé. C'est-à-dire Mélenchon, donc la France Insoumise, donc le nouveau Front Populaire. Donc les socialistes, in fine, qui sont tous dans cette logique-là, et qui nous disent que la créolisation de la France est formidable. Donc les jeunes qui se rendent coupables de ces heurts après-match seraient des milices de Mélenchon et de la France Insoumise. Je pense que si on fait un sondage, honnêtement, on leur demande où se situe Mélenchon, quel est son rapport à la fiscalité. Faut pas déconner. C'est tellement pas sérieux que ça en devient complètement pathétique. Et honnêtement, en mon fort intérieur, j'ai du mal à savoir si... j'ai ma petite idée, mais j'ai du mal à savoir si vraiment ils le prennent au sérieux eux-mêmes, ceux qui l'invitent, Ferrari et compagnie, s'ils le prennent réellement au sérieux. Je ne sais pas. Allez, top chien de garde maintenant, avec un petit recadrage dans les règles sur le plateau de C'est à vous. Oui, alors ça c'est drôle. Alors, vous aurez noté que malheureusement cette semaine il n'y a pas de vrai top. Honnêtement, j'en ai pas trouvé. Pourtant je cherche à chaque fois parce que j'aime bien mettre en valeur et mettre en avant des interventions un peu pertinentes. Là c'est Patrick Cohen qui va pas pouvoir se retenir d'avoir un espèce de sourire nerveux. Alors Patrick Cohen, franchement je veux pas le dénigrer parce que je pense que il fait très souvent le job. Sauf que là il va avoir un sourire nerveux sur une simple proposition qui, pour quelqu'un, alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais enfin, de la part d'un patron d'un mouvement de gauche, en l'occurrence Manuel Bompard, il va émettre quelque chose de connu, de revendiqué, et lui va avoir une réaction tout à fait surprenante. Je vous laisse regarder. Oui, je ne parle pas à vous, monsieur Cohen. Ils seront partis. Hein. Mais qui va partir? Ils seront partis. Qui va partir? Non, mais vous dites la suppression de l'ISF, ça n'a fait revenir personne. Là, vous n'allez pas garder grand monde. Hein. Monsieur Cohen, vous trouvez éthiquement compréhensible que des entreprises... Attendez, parce que là, je vous ai parlé de deux mesures, dont une, c'est ce qu'on appelle l'impôt universel sur les entreprises. C'est-à-dire... Oui, il est universel, mais il est français. Non, attendez. Des entreprises qui font leur chiffre d'affaires en France et qui ensuite évacuent une partie de leur chiffre d'affaires en allant déclarer leurs bénéfices au Luxembourg pour ne pas payer d'impôts. Vous trouvez ça normal, sincèrement? Non. Alors vous pouvez être d'accord avec une mesure qui n'est pas une mesure qui va mettre davantage à contribution les entreprises, qui va juste leur demander de régler la part de l'impôt qu'elles doivent régler en France. C'est quand même la moindre des choses de faire ça. Quant à l'impôt sur le 2% sur le patrimoine des milliardaires, vous savez quel est le seuil de rentabilité du patrimoine des milliardaires aujourd'hui en France? C'est entre 5 et 6%. Ça veut dire que chaque année, les milliardaires, leur patrimoine, il augmente de 5 à 6%. Même si vous leur prenez 2%, M. Cohen, ils vont continuer à s'enrichir. Vous voyez? Donc ça va. Je pense qu'ils peuvent quand même donner un petit coup de main, contribuer. On est dans une situation difficile. C'est pas absurde de mettre à contribution 147 personnes qui font partie des gens qui ont vu leur fortune doubler depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Vous pouvez l'entendre, cette demande de justice sociale et de justice fiscale. Franchement, opposé à Manuel... Alors, je veux dire, ça peut être dans un autre débat, mais opposé à Manuel Bompard en souriant le fait que taxer les plus riches, les ultra-riches, serait la perte du pays, alors que lui parle d'équité face à l'impôt. Enfin, ils avaient démarré, je crois, leur débat sur la TVA, notamment la fameuse TVA sociale, qui était injuste au possible. Je trouve ça un peu léger de sa part, alors que c'est quand même un journaliste qui, a priori, a de la répartie et a de la matière pour pouvoir échanger. Là, j'ai pas compris... où j'ai trop bien compris, le fait que pour lui, spontanément, c'était quelque chose d'irréalisable parce que, idéologiquement, il a peut-être des cales qui viennent le bloquer sur des choses aussi, à mon avis, évidentes que cette proposition qui est discutable sérieusement sans ricaner. Allez, on passe au flop. Et d'abord, une sortie très virulente et démagogique, je pense, de Vincent Roy sur CNews. Ouais, alors je le connais à peine. Moi non plus. Ouais, enchanté. Oui, Vincent Roy va vraiment, c'est l'hystérie faite homme. Je ne comprends pas. Alors, on peut être... On a connu les climato-sceptiques. Bon, voilà, genre il fait chaud, la météo, mais il fait froid aussi, et donc il n'y a pas de réchauffement, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est les grands trucs des chaînes d'extrême droite. Mais lui va partir dans un délire total concernant les océans, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. Hein. Il y a une espèce de réunion de forces internationales sur cette question-là. Et lui, voilà son avis très posé, très mesuré. On dirait du Françoise de Bois. Très calme. Ouais, je vous laisse écouter. Mais les Français s'en foutent des océans, c'est pas leur préoccupation. Les Français, ils veulent bouffer, ils veulent avoir à bouffer, et ils veulent emmener leurs enfants à l'école, et ils veulent pas qu'on les appelle en leur disant il a été tué par son papa à coup de couteau. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des océans? Enfin, franchement, ce type se fout de nous, mais se fout de nous à longueur de journée. Non mais, pardon de m'énerver, mais enfin, comment est-ce qu'on peut tolérer un président de la République qui nous méprise autant?
Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que les Français ont pu élire 2 fois ce président en sentant, dès le premier quinquennat, déjà très largement son mépris? Vous savez pourquoi? Pour faire barrage à la peste brune. Bon, écoutez, arrêtez tout ça. Non, mais tout ça, c'est du flan. Il faut que les Français se réveillent maintenant. Il y en a marre. Il y en a marre d'être dirigés par un guignol. Et maintenant, sur France Info, la diatribe anti-LFI d'un socialiste, subtilement suivie par la journaliste qui l'interviewe. C'est très étonnant parce que, en fait, alors Agathe Lambray, je commence à la connaître un peu. Elle va accompagner, alors accompagner, c'est ce qu'on appelle les passe-plats. Hein. Elle va accompagner, vous savez, c'est ce qu'on appelle les passe-plats et puis aussi ce qu'on appelle dans notre jargon les questions fermées. C'est-à-dire qu'en gros, vous posez des questions pour inciter la personne à donner une réponse qui va dans le sens de votre question. Vous voyez, un peu comme dans les ripoux. Ce sac, vous l'avez trouvé par terre? Bah oui. Vous avez demandé où était le commissariat le plus proche pour le rendre? Bah oui. Alors, sauf que c'est le voleur du sac. Donc voilà. Et là, elle va faire exactement la même chose, Agathe Lambray. Et elle va accompagner Philippe Brun, donc député PS, de la droite du PS, donc de la droite, qui va avoir une affirmation extrême. Alors moi, j'ai trouvé extrêmement choquante. Je vous laisse écouter. Pourquoi ils prétendent que ce jumelage n'a pas pris fin alors s'il est terminé depuis des années? C'est la mensonge habituelle, c'est la méthode habituelle de la France insoumise, c'est-à-dire aller dans l'outrance, mettre en cause les élus de la République, en particulier les élus de gauche, puisque l'objectif c'est d'exciter la population contre le maire socialiste, puisque l'objectif est un objectif municipal, un objectif de conquête municipale. On utilise donc ce jumelage inexistant dans un objectif de polémique politique, en essayant d'exciter la haine, en se disant mais peut-être que la population musulmane, elle est si crédule, hein, selon ces gens-là, hein, finalement viendrait à être elle-même offusquée. La vérité c'est que ça a fait flop. Parce que Israël, c'est le chiffon rouge que la France insoumise brandit par électoralisme. C'est l'objectif est de dire, regardez, cette municipalité socialiste, elle est complice d'un génocide, elle est complice du gouvernement israélien. Il évoque donc une population... Alors oui, jusque-là, on parlait de communauté. Moi, je suis très sceptique là-dessus. Si vous suivez un peu cette chronique, vous le savez. Mais même sur la communauté juive, pour moi, n'existe pas. La communauté musulmane n'existe pas. Il y a des différences entre des musulmans entre eux et des juifs entre eux. Ils sont tous français. Il n'y a pas de... mais ils ont tous des différences entre eux. Et là, il va sortir une nouvelle énormité. C'est la population musulmane. Alors, j'aimerais bien savoir comment tu comprends ça. C'est absolument une façon de catégoriser. C'est des clichés racistes habituels. Mais je pense que c'est le best-of du best-of. Et il va en plus exprimer l'idée que la population musulmane qui n'existe pas, serait par nature antisémite et que c'est pour ça que la France insoumise draguerait cet électorat forcément donc cette population antisémite par nature. Et donc, voilà, je suis assez surpris. Je trouve ça extrêmement grave. Et je note d'ailleurs qu'il était tête d'affiche, Philippe Brun, pour le rassemblement Antifa au moment où l'Europe néo-nazie se réunissait près de Montargis. Alors, j'étais présent lundi dernier. Et en fait, il devait être présent pour le Parti socialiste et il n'était pas là. Alors, peut-être qu'il a des raisons personnelles. Je ne rentre pas sur ce terrain-là. Il peut avoir des raisons familiales, personnelles. Il aurait pu mettre un tweet, un message quelque part pour dire je suis de tout cœur avec vous, mais je ne suis pas présent pour des raisons personnelles. Vous voyez, ça aurait été normal. Il n'était pas là. Alors peut-être qu'il était en notre compagnie. C'est ce que suggère. Peut-être c'est ce que peut laisser supposer cette photo qui me pose vraiment problème pour quelqu'un qui est censé combattre le fascisme avec donc la dévisseuse d'ampoule. Vous l'avez reconnu, hein, Christine Kelly, la dévisseuse d'ampoule ultra droitière et agent commercial d'Éric Zemmour. Je trouve ça absolument extraordinaire. Ce serait vraiment le PS. Vous devriez faire un peu de ménage. Je précise qu'il faisait partie de la minorité, enfin donc des gens qui ont été battus et qu'il était anti-Olivier Faure et qu'il a été élu évidemment grâce à la gauche et à l'alliance de la gauche au moment des législatives. Et je pense qu'il a un peu perdu la mémoire, ce garçon. Voilà, on termine avec un nouveau dessin ignoble du non moins ignoble Xavier Gors. Oui, c'est complètement abject. On va parler juste après des questions liées à Gaza et au génocide. Mais là, non, je ne vois pas. Donc Xavier Gors, ça se passe évidemment dans Le Point. Il avait été viré du Monde suite à un dessin absolument infect sur des histoires d'inceste. Enfin bon, bref, je vais pas revenir là-dessus. J'en ai déjà suffisamment parlé. Et là, est-ce qu'on peut rire du génocide à Gaza? Oui, si on s'appelle Xavier Gors. Je vous laisse regarder. Donc c'est un ami, évidemment, mais c'est quand même dingue l'entre-soi.
François. C'est un ami, évidemment, du printemps républicain, de franc-tireur, de toute la clique des Enthoven et compagnie. J'aimerais bien savoir, d'ailleurs, si Fourest et Enthoven, j'aimerais savoir ce qu'ils pensent de ce dessin qui est vraiment une ordurerie sans nom. On conserve, on garde, c'est ce qu'on va faire et c'est ce que font plusieurs internautes et je les remercie vraiment de faire des conservations de tous ces dessins, de tous ces tweets, de tous ces messages, de tous ces extraits pour la suite des événements et j'espère qu'elle interviendra assez rapidement. Où on verra où était le véritable, l'apologie véritablement d'un crime de génocide. Voilà, on passe à notre rubrique Au microscope. Pourquoi tant de haine envers Rima Hassan? Ce pourrait être le titre de cette rubrique Au microscope, alors que le voilier de la flottille humanitaire à destination de Gaza, dans lequel la députée européenne avait été embarquée, est arraisonné illégalement par Israël et son équipage, mis aux arrêts tout aussi illégalement. Rima Hassan, qui subit souvent des vagues de haine à cause notamment de son engagement pour la cause palestinienne, doit faire face à des commentaires politiques et médiatiques qui redoublent de violence ces derniers jours. Nous étions en ligne la semaine dernière avec elle depuis le navire humanitaire qui était encore au début de son périple vers Gaza. Et voici comment Rima Hassan répondait à ces attaques. Bon, écoutez, je vais rester polie, mais j'en ai un peu rien à faire, en fait, si vous voulez. Je pense que quand on est aligné avec ses convictions et qu'on est... vous voyez, je veux dire, malgré tout ce qui se passe et malgré le contexte, je dors très bien la nuit. Donc moi, c'est tout ce qui m'importe, c'est à un moment donné d'être parfaitement aligné, en cohérence avec ce en quoi je crois et où je suis, ce que je fais et avec qui je le fais. Donc ensuite, les commentaires, si vous voulez, ceux de journalistes m'intéressent pas énormément. Et pourtant, Mourad, Rima Hassan et cette initiative humanitaire continuent de susciter énormément de propos virulents. Oui, alors par rapport à l'extrait qu'on vient de voir, elle est d'une force qui force pour le coup mon admiration, notre admiration, parce que c'est quand même, elle s'en prend quand même vraiment plein les dents. D'ailleurs, c'est très très troublant parce que je veux pas faire de la sociologie de bas étage, mais enfin, on a l'impression que, un peu comme d'autres personnalités, elle coche. On parlait tout à l'heure de la compagne de Dembélé. Elle coche effectivement beaucoup de cases. C'est une femme musulmane. Enfin, c'est ce qu'elle évoquait je crois que c'était face à Bourdin, où elle disait je suis une femme arabe et que c'est pour ça que vous me soupçonnez d'être proche des terroristes et ainsi de suite. Et c'est toujours comme ça. Et une femme arabe qui la ramène entre guillemets, pour le dire trivialement, qui ne se laisse pas impressionner. Oui, tu peux le dire, moi ça ne me dérange pas. Oui, elle se laisse pas compter. Elle s'en laisse pas compter. Et donc elle va attirer cette fameuse haine dont tu parlais. Et alors, au premier rang desquels, Géraldine Vosner. Géraldine Vosner, qui est à la fois complice, je parle intellectuellement, évidemment, qui est complice intellectuellement de ce qui se passe à Gaza, mais qui aussi est complice de l'assassinat. Je rappelle que l'assassinat, c'est un meurtre prémédité. L'assassinat de nos consoeurs et confrères palestiniens, parce qu'elle avait expliqué à plusieurs reprises qu'il n'y a pas... le concept est un concept occidental, qu'il n'y a pas de journalistes en Palestine, sous-entendu, ou à Gaza. Sous-entendu, allez-y gaiement, ce sont tous des suppôts du Hamas. Et donc, elle va lancer une fois de plus avec une espèce de jubilation, mais c'est ça qui est très troublant. Vous allez voir, c'est un peu le fil rouge, la jubilation. Avec une forme de jubilation, elle va descendre l'initiative de cette fameuse, ce qu'on appelait au départ la flottille, mais c'est évidemment en référence, il y a pas plusieurs bateaux, mais c'est en référence à ce qui avait eu lieu par le passé. Elle va prendre littéralement, je veux aussi être direct, elle va prendre son pied en expliquant à quel point elle est heureuse de voir la fin de cette épopée. Je vous laisse écouter. Et évidemment, elle est au chaud, assise dans son studio, sans prendre le moindre risque. Je vous laisse écouter. Tout cet épisode a été assez long, assez gênant en réalité, parce que c'était des séquences Instagram avec des influenceuses très maquillées, très joyeuses, qui vous expliquent apporter pour 30 jours de couche pour quelques familles palestiniennes. Il y avait une espèce de décalage. Je pense qu'il y a de la déception aujourd'hui chez Rima Hassan, parce que ce qu'il cherchait, c'était un affrontement violent. Il voulait déclencher
d'une réaction d'Israël qu'il pourrait mettre en scène. Il cherchait l'affrontement, donc cet affrontement n'a pas lieu, ce qui était aussi le but d'Israël, qui avait bien vu venir l'opération de com et la manipulation en fait de communication. Alors idem pour l'éditocrate, l'autre éditocrate Elisabeth Martichoux, et vous allez voir, c'est très troublant de voir à quel point il y a une, pardon d'employer ce terme-là, mais il y a une jouissance de cracher, de faire des comparaisons sur la croisière s'amuse par rapport à quelque chose où ces personnes, ces militantes, ces militants prennent des risques vitaux. On n'est quand même pas face à une arme. Ils sont allés, l'armée israélienne est allée les cueillir dans des eaux internationales en violation totale, une nouvelle fois, du droit international. C'est juste incroyable d'avoir autant de haine. Et j'aimerais bien qu'un jour, elles s'expliquent, ces personnes, là, c'est 2 femmes pour l'instant, mais qu'elles s'expliquent sur leur ressenti par rapport à ça. On sent presque une frustration d'être des simples éditocrates de salon, sous les ors de la République, où elles vont bouffer dans les restos du 7e arrondissement, et qu'elles voient une femme, comme tu le disais, qui a le courage, elle, d'avoir la logique qui va pousser jusqu'au bout, la logique de ses engagements, et qui va, y compris, le faire de manière physique. Je vous laisse regarder. Des ONG qui aident les Palestiniens de Gaza étouffés par le blocus israélien, il y en a, et heureusement. Mais cette opération-là adopte une telle mise en scène, franchement, qu'elle est, de mon point de vue, indécente, alors que la situation sur place est dramatique. Je vous explique. Il s'agit d'un beau voilier de 18 mètres, converti en navire humanitaire, le Madeleine de la coalition de la flottille pour la liberté. Parti d'Italie, il vogue vers l'enclave palestinienne, à son bord assez peu d'aide, quelques vivres, quelques médicaments. En revanche, une douzaine de militants, dont 2 au moins que vous connaissez. Très bien. D'abord, la célébrité suédoise, Greta Thunberg, l'égérie adolescente de la lutte contre le réchauffement, a grandi et croise son militantisme vert, désormais avec le réquisitoire du sionisme depuis le 7 octobre. Ensuite, l'eurodéputée Rima Hassan. Ceux qui suivent la vie de LFI savent qu'elle est une proche de Jean-Luc Mélenchon, qu'elle n'aura pas une occasion de flirter avec l'antisémitisme, et qu'elle a fait de la cause palestinienne son étendard. Elle poste depuis dimanche, qu'elles sont parties, des images de leur périple. Greta Thunberg, la voyez-vous là sur le bateau? On la voit par exemple le poing levé à la proue du navire. Elle adopte aussi une pose assise qui fait vaguement penser à Lady Di à une certaine époque, si on peut voir la photo. On la voit aussi voilà. Là c'est plutôt façon Jack, vous savez, dans Titanic. Alors tout ça, ça n'aurait pas de corps, de sens, si on n'avait pas l'analyse fine de Françoise de Goua. Alors, la voilà. Alors, elle arrive. Alors, c'est même pas, si vous voulez, c'est même pas qu'elle traverse les ronds-points et qu'elle rentre dans les champs de blé, machin. Non, c'est pire que ça. Vous allez voir, elle va employer un ton, et je pense que même Elisabeth Lévy a été choquée. Elle va employer un ton complètement fou, et elle va le faire face à qui? Face à Jean-Jacques Bourdin, dont on perçoit, je peux me tromper, une forme de vengeance du fait que Bourdin ait été ridiculisé par Rima Hassan au cours de la dernière interview qu'il avait donnée. On l'avait vu ici assez longuement. Je vous laisse écouter Françoise de Goua. Nous parlions du bateau. Du bateau qui vogue sur l'eau, de Rima Hassan et Greta Thunberg. Un voilier qui fait route vers Gaza avec à son bord les 2 égéries de la lutte pour les Palestiniens et pour le climat. Une épopée un peu grotesque et dangereuse. Oui, alors, les deux, mon capitaine, parce que grotesque, c'est bien sûr le premier adjectif. Je sais, mais moi non plus, certainement pas. C'est le premier adjectif qui vient évidemment à l'esprit. Des bateaux pour Gaza, il y a déjà eu beaucoup, je le rappelle quand même, mais là, alors, c'est le pompon. C'est la croisière marquetée pour Instagram qui nous offre des images assez délirantes. D'abord, on se demande s'il vogue au moteur ou à la voile. Ça, c'est un vrai sujet. Plutôt au moteur, si on en croit toutes les photos diffusées à G continu sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très bien pour l'environnement. Évidemment, voguer au moteur, si vous voulez, de Catane en Sicile jusqu'à Gaza, c'est super. Grotesque ensuite parce que le numéro de drama queen de Rima Hassan est en fait assez lassant. Avant le départ, elle disait « Je suis prête à donner ma vie pour la cause palestinienne ». Autrement dit, elle l'attendait, elle soupçonnait que l'armée israélienne pouvait la battre. La même envoie ensuite des vidéos mal éclairées, vous voyez, angoissée car le bateau est survolé par des drones, forcément. Réveillés 2 fois dans la nuit, les pauvres. Des méchants drones, des méchants Israéliens en repérage pour éventuellement
raisonné le bateau. Pas du tout raté, caramba, c'était des drones grecs qui surveillent, et c'est bien normal, leurs eaux territoriales. Alors dans ce concert extraordinaire de lynchage, il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris, parce que je ne comprends pas le sens. Vous savez, en ce moment, les stand-uppers, les humoristes passent d'un sujet à l'autre, et puis leur truc c'est de dire ouais, ok, je fais pas de transition, ou alors je fais plus de transition. Genre ils passent d'un sujet à l'autre sans transition, et c'est plutôt assez drôle. Bon, maintenant c'est un peu répétitif, c'est comme ça. Et là BFM va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont passer d'un sujet à un autre, mais en expliquant, non pas en disant sans transition évidemment, et je salue nos amis de Sans Transition, ils vont expliquer qu'il y a des sujets importants et des sujets beaucoup moins importants. Je vous laisse écouter. On suit bien sûr ce matin l'épopée de ce voilier humanitaire avec Rima Hassan et Greta Thunberg à bord. Comme prévu, le bateau n'a pas pu forcer le blocus maritime de la bande de Gaza cette nuit. Les forces israéliennes l'ont dérouté il y a maintenant 3 heures. Le spectacle est fini, dit Israël. Et puis plus sérieusement, on parlera aussi de la mer avec ce sommet mondial sur les océans qui s'ouvre aujourd'hui à Nice. Alors, BFM qui donne l'impression que cette croisière serait une petite escapade touristique, rien à voir avec les crimes graves qui se déroulent à Gaza. Oui, parce qu'ils ont complètement intégré les éléments de langage. Et d'ailleurs, on va les voir, les éléments de langage. C'est grâce à notre ami de OAPR, le site OAPR qu'on cite régulièrement ici, qui est l'Observatoire des âneries du printemps républicain, mais qui fait un travail très sérieux et qui va, lui, pointer, alors vous allez voir à l'image, il va pointer en entourant comme ça, en soulignant les éléments de langage qui sont repris par des anciens journalistes en fin de vie intellectuelle, qui sont des sites de propagande et compagnie. Ils vont tous reprendre les mêmes éléments de langage pour faire passer ça pour la croisière selfie, donc je redis, la croisière s'amuse et compagnie, donc vraiment pour ridiculiser ça, alors qu'en fait, il y a quand même un peu de contenu derrière. Et puis, ça va à l'encontre de ce que eux ne font pas. C'est-à-dire que même pour leurs propres engagements, ils n'iront pas jusque-là, ils n'iraient pas jusque-là, ils ne vont pas factuellement jusque-là. Et donc il va y avoir toute une série aussi de messages, de commentaires qui vont rappeler littéralement la fiche rouge. Donc le groupe Manouchian, qui est rentré avec sa compagne au Panthéon, Missak Manouchian, ils vont parler de terroristes. Et vous savez, la fiche rouge, c'était des résistants, point d'interrogation, non des terroristes, alors que c'était des résistants. Ils vont expliquer que peut-être qu'à part les couches, la nourriture et les produits d'hygiène, peut-être qu'il y a d'autres choses dans ce bateau. Je vous laisse écouter. Si à bord on a une résistance avec force et usage d'armes, il sera nécessaire que l'armée intervienne avec force et usage d'armes. Mmh. Alors évidemment, ça se passe sur i24 News. Laisser penser qu'il y ait des armes, enfin, vous vous rendez compte le truc. C'est-à-dire qu'ils anticipaient, donc c'était avant évidemment le fait que le bateau soit raisonné. Ils laissaient entendre qu'ils préparaient quasiment le terrain pour dire voilà quoi, si le bateau se fait dézinguer, c'est qu'il y aura une raison. Ce serait de leur faute. Évidemment, les terroristes, c'est des Arabes après tout. Des armes pour soutenir le Hamas. Le Hamas, et c'est des islamo-gauchistes. Je rappelle quand même que l'information essentielle de la semaine dernière, c'est quand même que Netanyahou n'a pas nié le fait qu'il finançait une branche, une espèce de branche de Daesh qui serait là pour venir concurrencer le Hamas, et que à la base, c'est quand même Netanyahou qui a financé le Hamas pour contrarier l'autorité palestinienne. On est quand même dans un truc de fou qui fait que on peut demain, j'espère pas évidemment, on peut demain avoir des terroristes en Occident qui peuvent venir commettre des attentats et qui auront été financés par Israël. Waouh, quoi. C'est quand même extraordinaire comme rempart à l'Occident. Je trouve ça, voilà, je ferme la parenthèse. C'est juste pour nos amis là, tous les clampins et les porte-voix de Netanyahou et du Likoud. Alors, pendant que ça se passe, ça on a le droit, c'est parfait, c'est nickel, on peut dézinguer complètement. Et à l'inverse, on peut aussi tenir ce genre de propos. Alors il y a eu... la police commence à lancer des procédures, des enquêtes pour apologie de crimes contre l'humanité et pour complicité, puisqu'il y a eu un certain nombre d'avocats, d'associations qui lancent maintenant, enfin, c'est tant mieux, des procédures pour dire, voilà quoi, si vous avez participé de près ou de loin à la promotion du génocide, il va falloir un moment que vous rendiez des comptes, notamment les soldats franco-génocidaires, donc franco-israéliens. Et donc, il y a
des gens, alors je rappelle qu'on avait notamment reçu Diana et Nacera qui avaient lancé justement ce type de procédure. Et bravo à elle. Hein. C'est-à-dire c'est en train de prendre, mais on va y revenir. On y reviendra évidemment. On vous donnera des nouvelles. Là, vous avez une certaine Rachel Twitou qui vient pleurnicher sur les réseaux sociaux en disant la police m'a appelé parce qu'il y a une enquête contre moi, mais je comprends pas qu'est-ce que c'est qu'on me veut. Bah, on va t'expliquer, Rachel. Écoute. Aujourd'hui, on a eu une très grande action qui a porté ses fruits, parce qu'on a réussi à bloquer... Oui, alors ça aussi, les actions. Alors aujourd'hui, vous avez bloqué, tu m'as dit... On a bloqué le passage de Kerem Shalom et on a réussi, du moment où on est arrivé sur les lieux, à bloquer les convois humanitaires. Aucun convoi humanitaire n'a franchi le seuil et n'est entré dans Gaza. À partir du moment où vous avez bloqué. Ça veut dire qu'on a une estimation qu'on a réussi à bloquer plus de 130 camions. Bravo. Et ce malgré que l'ordre a été donné à l'armée de vous en empêcher. Ou ici, avec la fameuse, j'y reviens à Nili Kupfer-Naouri, la fameuse avocate franco-barrée, absolument, et dont notre ami qui était là la semaine dernière, Caisse de Grève, nous a fait un petit montage, et encore, c'est vraiment le minimum syndical, qu'on va vous montrer parce qu'il est très très long, tellement à la sortie de saloperies. La bande de Gaza doit être israélienne. Il y aura une large majorité pour une réimplantation à Gaza. Ce territoire nous appartient de droit. L'émigration en masse des Arabes de Gaza et une installation juive. De toute façon, ce territoire nous revient de droit. Il y a une solution pour tous ceux qui sont un peu dérangés par cette guerre, c'est de partir. Gaza est une terre juive. Il y a une population arabe qui habite dans la terre d'Israël, qui est venue attirée par le développement de cette terre. Il faut que les Gazaouis partent de Gaza. C'est une terre qui est juive. S'ils ont des velléités nationales, eh bien, ils doivent aller les exercer ailleurs. Ce qu'il fallait, c'était raser Gaza, qu'il ne reste plus rien de Gaza. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est que Gaza soit rasé complètement, que notre aviation pilonne. Waouh! Les pénalités que nous devons réclamer, c'est l'enfer à Gaza. Bref, on est avec, à son corps défendant, évidemment, avec Rima Hassan, on est sur un cas d'école absolument extraordinaire, de quelque chose que j'avais rarement vu avec une telle intensité de haine. On sent une pointe, je le redis, mais j'essaie de leur trouver un point positif, une espèce de circonstance atténuante. On sent une forme de jalousie, en fait. C'est-à-dire qu'elle fait et elle développe, elle fait dans l'action, et elle développe des arguments quand elle intervient que ne sont incapables de maîtriser la plupart des journalistes qui l'attaquent. Éditocrates qui l'attaquent. Oui. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et le fait qu'elle ait un tel... vous voyez, elle poste un tweet. Aujourd'hui, on est mardi. Elle poste un tweet hier, lundi. Et elle fait se réunir des milliers de personnes place de la République à Paris. Et puis ailleurs, partout en France, hein, puisqu'il y a des gens à Bourges, à Orléans, partout. Je pense que ça dépasse complètement ces éditocrates qui voyaient en elle quelque chose qui allait, une espèce de feu de paille, qui allait disparaître assez rapidement. Et pas du tout. Au contraire, ça prend de l'ampleur. Et plus il l'attaque, et plus elle a une aura qui grandit. Et ça, je pense que ça les dérange profondément. Je ne suis pas allé voir tous les éditocrates, je ne suis pas allé voir tous leurs éditos hors sol dans les salons parisiens. Mais je pense que c'est à peu près du même acabit. On y reviendra peut-être brièvement dans le préambule la semaine prochaine. Merci Mourad, et on lui souhaite beaucoup de courage. Elle qui, au moment où on enregistre cette émission, est toujours retenue illégalement par l'armée israélienne. Voilà, on passe à tes coups de cœur, Mourad. Alors, mon coup de cœur, il va aller au supplément éditorial de la commission lutte contre l'extrême droite et ses idées de la fédération CGT du spectacle. Alors, on parle peu, je trouve, de la problématique des gens du monde du spectacle, hein, qui sont en galère quasi permanente, hein, notamment entre les budgets, le statut d'intermittent, et qui prennent fait et cause. Alors, je les ai retrouvés, parce que je les connaissais, mais je les ai retrouvés justement à Montargis lundi pour le rassemblement antifasciste. Et ils ont sorti un numéro, alors qu'on peut retrouver sur Internet. Hein, je vous donnerai évidemment l'adresse précise. Ils rappellent qu'en fait,
fait, la culture a toujours été un fer de lance de la lutte antifasciste et que, surtout, ça a toujours été les premières victimes quand l'extrême droite s'exprime. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas si on peut le voir à l'antenne, mais quand l'extrême droite arrive au pouvoir, et ce qui est un peu le cas aujourd'hui, avec notamment le ministre de l'Intérieur, ce sont les premières victimes et que donc elles sont à juste titre les fers de lance et qu'elles, notamment, vous voyez, ils appellent à un soutien à Bilal Hassani qui est attaqué par l'extrême droite de manière récurrente et évidemment ils apportent leur soutien total et absolu aux victimes civiles gazaouis. Donc chapeau à eux, pas de facho, ça s'appelle, c'est la CGT Spectacle et c'est à retrouver. On va essayer de vous mettre le lien sous la vidéo YouTube. Et on termine avec tes remerciements. Alors, les remerciements cette semaine, donc il y a eu ce fameux village antifasciste, donc j'ai rencontré un certain nombre de personnes. Et vraiment, alors je le dis pour toute l'équipe du média, j'ai eu vraiment, je sais pas, une cinquantaine au moins de personnes qui sont venues de manière hyper sympa me saluer. On a fait des selfies, mais à chaque fois, ils me disaient de saluer l'équipe, de saluer Théo, de saluer Nadia. Enfin bref, c'est toujours hyper bienveillant, hyper sympa et de saluer toute l'équipe en fait du média. Ils sont très attachés, c'est impressionnant la manière dont les gens sont attachés à ce point-là. C'est très sympa. Oui, c'est très sympa. D'ailleurs, je rappelle, dans le Doubs demain matin pour aller les retrouver. Alors, je voulais saluer Rabat d'Anières sur Seine, Guy, Joël et Fabiola de Paris 20e, Lise de Montreuil qui est militante France Insoumise, Valérie citoyenne et militante de la Maison des Femmes, Thérèse Claire de Montreuil, Nicolas de Bagnolet que j'ai croisé place du Marché, Max de... Ah oui, alors le Bisou Bar, j'ai découvert ça par hasard. Le Bisou, comme un bisou, bar, c'est rue de Lappe, donc c'est à côté de Bastille. Alors si vous y allez... Alors, c'est le patron qui m'a salué très aimablement. Et en fait, c'est un fan du média. Et donc, si vous y allez, voilà, il y a toujours le code promo l'œil de Moumou. Et vous aurez des cacahuètes en rab. Non, mais allez-y. Le Bisou Bar, rue de Lappe, franchement, vous serez hyper bien accueillis. Il est absolument adorable, ce Max, que je salue. Sophie de Saint-Leu-la-Forêt, Claudine de Saint-Prix, Joël de la SNCF de Mantes-la-Ville, Jean-Marc de Louviers, Michel... Nadège et Sophie de Loris, c'est dans le Loiret, Sandrine et Manu, Sylvie et Nicolas également de l'UD du Cher, de l'UD CGT du Cher que j'embrasse très affectueusement, qui sont vraiment adorables. J'étais ravi de faire votre connaissance. Je vous dis à bientôt. Hugo d'Amilly, Abdel de Sens, Nathalie de Châteauneuf, Val de Bargis. Notez bien, Châteauneuf, Val de Bargis, si vous n'avez pas encore d'idée pour vos vacances. Brigitte et Philippe d'Escamps, près d'Auxerre, Sylvie de Marmande, Gisèle de Montargis, Sophie de Bourges, Dominique de Montargis également. Et j'en terminerai avec un baiser à ma chère Andy de Twitter, qui est aussi une très fidèle et que j'embrasse pour les siècles des siècles. Merci Mourad. Et merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. N'oubliez pas que le média ne vit que des abonnements de celles et ceux qui l'aiment et également des dons. Si vous le pouvez, soutenez la riposte, notre nouvelle campagne de dons pour faire face à l'extrême droite et à ses relais médiatiques. Rendez-vous sur campagne.lemediatv.fr. Restez connectés aux médias. Bonne suite des programmes.